Sunday Night Production. La capacité de récupération d'un athlète est en partie liée à son volume. En fait, plus tu cours, plus tu es capable de récupérer. Quand tu bats ton record sur des courses, des compétitions, dans 80% des cas, tu es quasiment persuadé que tu aurais pu faire encore mieux. 100%. Tu te dis toujours, ah là au 7e, j'en ai gardé un peu sous le coude, j'aurais pu accélérer. Je vais utiliser une phrase que tu adores, le stress c'est du stress. Donc en fait, si tu supprimes le stress de l'entraînement pour créer un autre stress à côté qui est professionnel, personnel ou quoi que ce soit, ça vaut pas le coup. Moi, j'ai des amis qui font attention à leur nutrition uniquement pendant la phase d'affûtage. Tu vois, ils se disent avant, c'est voilà. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, dans cet épisode de DLTDC original, nous allons nous intéresser à une période clé dans la préparation d'un coureur, la phase d'affûtage. Souvent entourée de mystères, l'affûtage est considéré comme une phase délicate de l'entraînement qui, quand elle est bien maîtrisée, peut transformer nos performances et nous permettre d'atteindre des sommets le jour J. Mais comment naviguer dans l'art de réduire l'entraînement pour mieux performer? Quels sont les secrets pour atteindre ce fameux pic de forme sans se brûler les ailes? Quels sont les pièges à éviter? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et pour nous éclairer sur les techniques, les stratégies des coureurs, je suis ravi d'accueillir Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach, également créateur de la chaîne YouTube à succès Ironhuman. Salut Tristan, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es bien affûté pour cet épisode? Affûté comme un couteau. T'es affûté en plus en ce moment, hein, il faut le dire. Hein. Ah, ça va. Mais T'as pas mangé trop de raclette toi cet hiver? Quelques-unes quand même, faut savoir se faire plaisir, puis tu me connais. Mais ouais, non, ça va, en forme. Toi, tu m'as dit que t'avais pas trop dormi cette nuit. Bah écoute, ça va pas t'empêcher de performer. Voilà, je t'avoue que j'ai dû dormir 3 heures cette nuit, grand maximum. Ça c'est voilà, les parents savent de quoi je parle. Mais écoute, voilà, tu me revigores, donc ça me donne de l'énergie d'être au micro avec toi. Tristan, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi ce que je te propose, c'est qu'on pose un peu les bases sur cette fameuse période d'affûtage pour nos auditeurs et auditrices qui sont pas forcément familiarisés avec ce terme, qui est quand même un terme plutôt fédéral, plutôt voilà dans le haut niveau, la performance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'affûtage en course à pied et selon toi, un coureur doit-il obligatoirement intégrer cette phase-là ou c'est quand même quelque chose qui est plutôt réservé à celles et ceux qui sont à la recherche de la performance? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pour définir le mot affûtage, je pense qu'on peut le résumer à une phase de repos pré-compétitive. Vous avez une compétition, vous reposez un petit peu avant, ça s'appelle l'affûtage. Les modalités du repos, comment est-ce qu'on se repose, dans quelle mesure, combien de temps, etc. On a un long épisode pour détailler tout ça, mais c'est juste ça. On a une compétition, on se repose un petit peu avant. Quel est l'objectif? La préparation, l'entraînement, ça permet d'augmenter son niveau de condition physique. En revanche, ça crée aussi un petit peu de fatigue. Et le but de ce repos, qui est quand même assez succinct par rapport à une compétition, une préparation qui peut durer 12, 16, 18, 20, 25 semaines, ce qu'on veut, on prend un petit peu de temps pour supprimer la fatigue et maintenir le plus possible son niveau de condition physique. Et si on supprime plus la fatigue qu'on ne régresse, parce qu'évidemment, si tu te reposes à un moment, tu vas finir par régresser, ton niveau de performance va s'élever. Imaginons, je sais pas comment on pourrait dire, si tu baisses de 20 points ton niveau de fatigue et que ton niveau de condition physique ne descend que de 1, 2, 3 points, en fait, tu as 17 points de marge et c'est ça en plus dans ta performance que tu vas avoir le jour J. Donc c'est ça l'objectif. Après, tu m'as dit, est-ce qu'il faut tout le temps faire un affûtage? Non, pour moi, je distingue 3 niveaux de course, 3 priorités de course. Les courses de priorité A qui sont vraiment les gros challenges de la saison. En général, pour les coureurs amateurs, ça va être des courses plutôt longues parce que c'est pour celles-là que les préparations sont les plus difficiles. Je prends par exemple le marathon de Paris. Pour beaucoup, ça va être leur course A. Il y en a plein d'autres comme ça. Et tu as les autres, courses de priorité B, courses de priorité C. Ma définition vis-à-vis de ça, c'est leur position vis-à-vis des semaines de récupération. Si on a une semaine de récupération après, ça permet de se refaire un petit peu la cerise, du coup on peut forcer un petit peu plus sur sa course, c'est une priorité B. Si on n'a pas de semaine de récupération après,
si on veut continuer son plan d'entraînement comme si de rien n'était malgré la course, c'est une priorité C. Pour ces 2 courses, il n'y a pas d'affûtage avant. On arrive sur la course fatigué. Ça baisse un petit peu la performance parce que justement, on a notre niveau de condition physique qui est élevé, mais on est fatigué. Mais en revanche, ça n'empêche pas de faire la course. On dit en général l'affûtage, 3% en moyenne. Si tu regardes les pourcents, il y en a chez qui ça fait rien, il y en a chez qui ça fait un petit peu plus. 3%, c'est quand même pas mal. Il me semble que c'est un peu plus d'une minute sur un 10 bornes c'est énorme, de 40 minutes. Sur un marathon, c'est encore plus. Ou un trail, ça peut. C'est ça. Bon, après, c'est des études scientifiques. Tu sais ce que c'est. On met un 3%. C'est pas. C'est souvent 3%. C'est comme les chaussures. C'est souvent 3-4%. Oui, c'est bizarre. Ouais. En fait, tu donnes un truc significatif sans prendre trop de risques, tu vois. Parce que 10%, tu passes un peu pour un guignol. 1,5%, c'est pas significatif. 3%, c'est pour les scientifiques, ça arrange un peu tout le monde. Alors, si j'ai bien compris, Tristan, l'idée de l'affûtage, en fait, c'est réduire la charge d'entraînement pour permettre au corps d'assimiler, de se reposer et d'avoir un espèce de pic de forme le jour J. Plus l'objectif va être important, plus cette phase d'affûtage va être stratégique. Évidemment, si on court des petites courses de préparation, c'est pas un enjeu majeur. Mais si on veut vraiment être à son maximum, la phase d'affûtage sert à ça. Parce que c'est vrai que des fois, on peut s'en rendre compte, on n'a pas les jambes. Pourtant, le jour J, on n'a pas les jambes. On va faire l'échauffement et on sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on est crispé. Dès les premiers kilomètres, on sent que ça va pas. Et pourtant, on a suivi son plan, on a été rigoureux et tout. Ça peut être par exemple le signe d'une période d'affûtage, d'un état de fatigue, d'un corps qui s'est pas suffisamment assez régénéré. Et là, en fait, la course, elle est morte et c'est cruel parce que tu as tout bien fait. Et en fait, dans la dernière ligne droite, tu as un peu tout saccagé, quoi. Alors après, attention, c'est pas parce que vous faites un affûtage que vous allez avoir des jambes de folie. En fait, il faut imaginer que on peut tous les jours avoir un mauvais jour. Ça arrive à l'entraînement, tu fais ton entraînement et puis en fait, au final, tu sens que t'as pas les jambes. Bon voilà. Donc imaginons que tu as 20% de chance d'avoir un mauvais jour. On va dire que l'affûtage va transformer ce 20% en 5%. Mais les 5%, parfois c'est juste pas de chance et t'as pas les jambes. C'est pas une science absolue non plus. Alors Tristan, moi quand j'ai commencé vraiment à courir, à faire des compétitions, je vais dire à participer à des courses, mettre des dossards, c'était aux alentours de 2010. À l'époque, il n'y avait pas encore de podcast, donc moi je lisais beaucoup la presse spécialisée et c'est vrai que et puis j'écoutais aussi à droite à gauche ce qu'on disait. Et j'avais entendu parler justement de cette phase d'affûtage et j'avais vraiment des sons de cloche très différents, des conseils qui étaient diamétralement parfois opposés. Et j'ai quand même l'impression que l'affûtage dans les plans d'entraînement, c'est un peu comme la recette du gâteau au chocolat, tu vois, tout le monde, si je fais un parallèle avec le monde de la pâtisserie, tout le monde a un peu sa recette du gâteau au chocolat. Tout le monde dit d'ailleurs que c'est la meilleure et on aime bien la garder un petit peu secrète. Et pourtant, il y a quand même, malgré la diversité des méthodes, on va dire que l'objectif, ça reste le même, c'est atteindre son pic de forme. Est-ce que tu penses que c'est universel l'affûtage? Est-ce qu'on sait par exemple, c'est un peu comme ça a été scientifique, on sait que il faut baisser de 30% 10 jours avant ou 5 jours avant l'entraînement. Est-ce que il y a un consensus scientifique sur l'affûtage? Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Moi, j'avais entendu une personne dans un magazine, je crois, dire qu'avant un marathon, pendant 2 semaines avant son marathon, fallait plus courir. Fallait plus du tout courir, quoi. Non, mais tu vois, c'est pour donner un exemple de ce que je pouvais lire à l'époque. Tu vois, c'est ça. Un peu rude. Justement, j'allais te demander, tu disais qu'il y avait plusieurs visions qui s'affrontaient. Est-ce que tu te rappelles un petit peu les différents courants que tu as vus à ce moment? Alors, un qui m'avait marqué, c'était cette recommandation de ne plus courir 2 semaines avant son marathon. D'autres, c'était de simplement enlever les séances de haute intensité, de garder seulement les séances de footing, ce genre de choses. Et certaines personnes, c'était juste tu fais un jour sur 2 d'entraînement. Enfin tu baisses de 50% à peu près ton volume d'entraînement. Tu gardes juste une séance de fractionné, une séance de footing et une sortie un petit peu plus longue, quoi. Ok. Alors. Je pense que ça dépend des gens, ça dépend du nombre de... Enfin, tu vas voir, c'est possible qu'en fonction de ce que je te décrive, il y a des gens qui se retrouvent dans ce que tu viens de décrire, mais c'est juste un hasard. Okay. Pour moi, comme tu l'as dit, en fait, il y a autant de méthodes d'affûtage que d'entraîneurs, parce que ça dépend de tellement de choses qu'en fonction de la logique interne de chaque entraîneur, chacun va devoir affûter un petit peu leurs athlètes de différentes manières. Je te prends différents exemples. En fonction des entraîneurs, on n'impose pas le même niveau de fatigue à ses athlètes. Il y a des entraîneurs qui vont pousser le niveau de fatigue très très loin, quand il y en a d'autres qui vont être
plutôt conservateurs, ils vont jamais trop aller au-dessus d'un RPE 7, 7,5, aller 8 grand maximum, quand d'autres ils vont pas hésiter à aller un RPE 10 sur des dernières séances. Salut Fred. Voilà, en fonction de ça, déjà ton athlète, il arrive dans cette période d'affûtage pas avec le même niveau de fatigue. Il peut arriver avec le même niveau de condition physique, mais pas le même niveau de fatigue. Donc déjà, ton affûtage, il va pas avoir la même longueur et pas la même composition. T'imagines bien que plus tu es fatigué, plus l'affûtage va nécessairement être long. Ensuite, quel volume tu as ? Là, c'est un peu piégeux parce que tu pourrais te dire plus le volume est élevé, plus je vais avoir besoin de récupérer. En fait, c'est l'inverse. Parce que la capacité de récupération d'un athlète est en partie liée à son volume. En fait, plus tu cours, plus tu es capable de récupérer. Donc, en fait, ça... Et moins tu as des entraînements aussi. Alors, ça, j'aurais tendance à dire oui, mais instinctivement, j'aurais pas de chiffres pour l'étayer. Mais ça se voit bien. Tu vois un professionnel pour récupérer d'un entraînement ou même d'une course. Tu vois, après un marathon, quelques jours après, ils courent. Justement parce que leurs capacités de récupération sont hyper élevées. Alors que quand tu cours 3 fois dans la semaine, ton marathon, tu vas mettre quelques semaines avant de t'en remettre. Donc ça aussi, ça joue. Ne serait-ce que pour les courbatures. Exactement. Et ensuite, il y a quelle distance parce que en fonction de la distance que tu prépares, tu vas avoir des sorties longues beaucoup plus longues, tu vas peut-être pas avoir le même volume non plus. Donc même au niveau individuel, tu vas avoir peut-être poussé certains curseurs pas au même moment, pas au même endroit en tout cas. Et donc à ce moment-là, plus la course est longue, plus on a tendance à dire que l'affûtage va être long aussi. Et la dernière, et qui n'est vraiment pas... la dernière, les deux dernières. La première, c'est est-ce que tu dois enchaîner derrière ? Parce que plus l'affûtage est long, plus tu vas supprimer ta fatigue, mais plus tu vas créer une pente descendante sur le niveau de la condition physique. Il faut imaginer que ça a une cinétique. Ta condition physique commence à diminuer, tu passes ta course, ça va encore, peut-être, j'ai dit tout à l'heure, tu perds à 3-4 points, mais en fait, ta cinétique de perte de condition physique a commencé à creuser, et donc après ta course, si tu dois enchaîner, si tu t'es trop reposé avant, ça va être difficile de remonter ta condition physique à temps. Mais comment on peut être si ça va impliquer notre capacité à être performant sur le plus long terme, comment est-ce qu'on peut être performant le jour J si on est déjà un peu dans une phase de désentraînement ? Parce que l'une des craintes de cette période d'affûtage, c'est justement de perdre du niveau. Tu vois, c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui n'aiment pas ces phases-là parce qu'ils ont peur de se désentraîner, de perdre confiance en eux, tu vois. Et là, si tu me dis que la période d'affûtage va avoir un impact ensuite sur notre état de forme, on voit le côté délicat du truc, quoi. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ton niveau de condition physique quand tu es fatigué, de toute manière, tu n'en as aucune idée. Et donc, même si tu régresses de 3 points, on va parler en points, même si ça veut rien dire du tout, mais comme ça les gens se représentent. En fait, tu supprimes tellement de fatigue que toi, ce que tu vas dire, c'est pas « ah, je régresse ». J'ai des jambes, je n'ai jamais eu ça. Et souvent, les gens, justement, pendant l'affûtage, ils sont un peu paniqués. Punaise, mais est-ce que j'ai l'impression de trop me reposer, je vais en faire trop. T'as vraiment un truc de sécuritaire de se dire, au moins, si je fais quelque chose, je suis sûr de pas m'en vouloir. Alors que si je fais rien, je vais me dire que j'en ai pas fait. Ça, c'est vraiment le classique du classique. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que comme tu te reposes plus que tu te désentraînes, tu as la sensation de progresser. Mais sur le court terme, en effet, tu régresses. Donc, est-ce que c'est grave ? Non, parce qu'une carrière sportive, c'est pas juste 3 mois dans une vie. En fait, ça se perpétue après. Après, comme je te dis, ça dépend si tu enchaînes ou pas. Si tu as, un championnat où toutes les semaines tu dois faire de la compétition, tu as plutôt intérêt à pas trop te reposer. Toutes les semaines, peut-être que j'abuse un petit peu, mais tu vois. Alors que tu en as d'autres qui vont faire une course tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois. Eux, ils peuvent se permettre de faire des beaux affûtages et de profiter au maximum de cette période-là. Je finis quand même avec le dernier point, c'est la préférence personnelle de l'athlète. On le néglige, mais en fait, ce que tu décris, quelqu'un qui est vraiment hors de confiance de lui à cause de son affûtage, c'est totalement contre-productif. Parce que là où tu peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, peut-être que j'abuse, mais en tout cas, c'est ce que dit la littérature, grâce à ton affûtage, tu vas le perdre totalement en confiance. Ouais, et quelqu'un qui arrive sur la ligne de départ et qui est totalement sans confiance, peut-être 10% de lui qui est parti en fait. Donc il y a quand même une petite préférence comme ça. Et là, tu vas essayer de jouer un petit peu avec le volume, avec l'intensité. Et c'est là où apprendre à découvrir un athlète, ou plutôt un athlète qui l'apprenne à se découvrir lui-même, c'est important. Parce que peut-être qu'un fractionné, il va avoir une semaine d'entraînement, il va voir que son dernier fractionné, s'il le fait à J-3, J-4, J-5, même si c'est un fractionné léger, ça va pas avoir le même résultat, ou il va pas avoir la même confiance. Je prends mon exemple, l'exemple du check-out run, qui est vraiment le classique à J-1, tu fais un petit 20 minutes avec des lignes droites. Moi, je sais que personnellement, à 90 kg, même un footing de 20 minutes, mécaniquement parlant, au niveau des tendons, etc., je vais pas
je vais pas être optimal pour le lendemain. Je préfère le faire à J-2. Et du coup, mais c'est tellement personnel que ça doit quand même être pris en compte. Donc là, pour l'instant, voilà, je t'ai donné un peu les règles théoriques, on va dire, enfin plutôt les variables d'ajustement. C'est vrai que j'ai pas été encore concret, que ça va venir. On va donner un peu des recettes, voilà, pour aider nos coureurs à mieux y voir clair sur l'affûtage. Moi, justement, je me suis un petit peu renseigné auprès des athlètes de haut niveau pour voir les différences. Alors, après, c'est du déclaratif. Il y a toujours des athlètes qui vont voilà, te donner des séances un peu sorties du chapeau. Mais Hicham El Guerrouj, grand coureur de 1500 mètres, par exemple, lui, la veille de ses compétitions, aimait bien faire des 6 x 1000 allure 10 000 mètres, tu vois. Donc, c'est quand même des grosses séances. Je sais que, par exemple, aussi Hassan Chadi, lui, c'est plutôt des 200 mètres. Il va garder des séances de fraction d'intensité, mais plutôt des 200 mètres. Sylvaine Cusso, typiquement, elle, c'est aussi une athlète qui n'aime pas trop décharger parce que il y a aussi des gens qui aiment courir. Il y a des gens qui, c'est un besoin vraiment pour eux d'aller courir, de se vider la tête. Et puis, s'ils n'ont pas cette activité physique, ils vont peut-être commencer à cogiter ce genre de choses. Et là, on touche un point, justement, qui est important quand on parle de phase d'affûtage. Parce que l'affûtage, ça touche le corps, mais ça touche aussi l'esprit. Et toi, tu peux justement nous détailler, avec l'expérience que tu as auprès des athlètes que tu coaches, notamment sur Campus Coach, cette période de pré-compétition, comment est-ce qu'elle modifie psychologiquement les athlètes, on va dire, parce que c'est pas seulement permettre au corps de se récupérer, c'est aussi à l'esprit. Parce qu'une prépa, par exemple, marathon, c'est très très long. Et cette période d'affûtage, elle est aussi très importante d'un point de vue mental. Alors psychologiquement, je dirais que c'est difficile. Physiologiquement et psychologiquement, okay, pardon, bon, les deux. Parce que physiologiquement, c'est vrai que c'est plus mon domaine et ça va être un peu plus simple. Même si physiologiquement, réellement parlant, tu peux pas vraiment rentrer dans les détails. C'est trop précis et la science n'en est pas encore à ce niveau-là de connaissance, donc c'est un peu impossible. Surtout que tu peux dire, c'est en effet, ça diminue la fatigue. Différents facteurs de fatigue, en tout cas, ça va les diminuer. Ce que je pourrais dire, c'est que comme aussi, tu es un peu plus frais cognitivement, tu vas avoir peut-être une petite meilleure efficacité gestuelle. Parce que justement, tu as plein de choses de coactivation musculaire, coactivation antagoniste, machin, qui font que ça peut perturber avec la fatigue ton mouvement. Et là, on parle de fatigue nerveuse. Tout ça, tu vas le supprimer un petit peu. Parce que justement, tu vas diminuer ton entraînement, tu vas diminuer les intensités. Donc, nerveusement parlant, tu es un petit peu plus frais. Donc ça va jouer aussi. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure en prenant mon exemple, tu t'entraînes moins fort, tu peux potentiellement avoir moins de courbatures. Tout le monde ne courbature pas sur ses entraînements, mais tu as des gens, je prends mon exemple, tu vois, je fais 90 kilos, sur mes fractionnés, c'est possible que je courbature un petit peu. Donc tout ça va jouer. Et après, vis-à-vis de psychologiquement, je pense que c'est principalement vis-à-vis de la fraîcheur mentale. Quand je dis fraîcheur mentale, ça peut être difficile à se représenter, mais il faut imaginer que c'est comme si tu avais une jauge de douleur que tu peux encaisser. Ton entraînement va pouvoir potentiellement augmenter cette jauge parce qu'à chaque fois que tu fais un fractionné, tu t'entraînes quelque part à avoir un petit peu mal. Donc on a tous potentiellement, on peut bouger un petit peu sur le spectre. Il y a des gens qui sont en capacité de se faire très très mal, t'en as qui sont en capacité de se faire peu mal, mais en tout cas on peut tous s'entraîner à ça. Et le fait d'être frais mentalement, ça va mettre ta jauge au maximum. Et donc le jour J, le but c'est normalement que tu te fasses mal au maximum. Alors c'est bien parce que se faire mal, ça veut pas dire avoir mal, mais ça veut dire repousser l'effort au maximum. Et justement, et c'est un truc hyper intéressant qu'on peut observer. En général, les meilleures courses qu'on fait, c'est pas forcément celles où on se fait le plus mal. Au contraire. Parfois oui, parfois vraiment on est dans l'effort, on va jusqu'au bout et on fait une performance max. Mais parfois justement, tu rentres dans un état, est-ce que c'est le flow, est-ce que c'est autre chose, peut-être pas, mais où tu arrives à pousser l'effort, tu sens que ton corps, il est en peine, il est en douleur, il peut pas aller plus vite, mais tu es du bon côté de la douleur. Moi, j'aime bien utiliser ça de manière très empirique. Et ça, c'est lié à la fraîcheur mentale et à justement le fait que cognitivement, nerveusement, tu es disposé à l'effort. Ça, c'est drôle parce que j'avais un entraîneur qui me disait quand tu bats ton record sur des courses, des compétitions, t'as quasiment, dans 80% des cas, t'es quasiment persuadé que t'aurais pu faire encore mieux. 100%. Tu te dis toujours, là, au 7e, j'en ai gardé un peu sous le coude, j'aurais pu accélérer. En fait, il y a vraiment cet élément commun de toutes celles et ceux qui battent leur record. Ils ont cette sensation qu'ils auraient pu faire encore mieux. C'est pas forcément la réalité. Parce que peut-être s'ils avaient accéléré, tu vois, au 7e kilomètre, là, ils auraient peut-être pété, tu vois. Mais voilà, là, on touche à l'état de flow. On avait fait un super épisode avec Fred sur l'état de flow il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'il y a cette fraîcheur mentale du corps qui est hyper intéressante. Ça, moi, j'en parle sur la gestion de la course, où je dis en général, le negative split, donc aller plus vite sur la seconde moitié que la première moitié de course, c'est en général ce que tu essayes dans l'optimal de viser, parce que c'est ce qui, on pourrait dire statistiquement,
est le plus corrélé avec ce qu'on décrit là. Et donc justement, si on veut être du bon côté de la douleur et pousser, c'est un bon moyen d'essayer d'y tendre. Et quand tu franchis une ligne d'arrivée, en effet, les gens disent « Ah putain, je suis sûr, j'aurais pu faire mieux ». Et c'est souvent signe d'une bonne course. Ils auraient peut-être pu faire 3, 4, 5 secondes de mieux. Et encore, en tout cas, c'est cool parce que ce que ça veut dire, c'est que les gens ont envie d'y retourner, ont envie de retourner à l'entraînement. Ça motive. Et voilà. Alors que si tu as fait un positive split, que tu t'es mis à l'envers et que t'en peux plus, t'as pas envie de retourner tout de suite à l'entraînement en général. J'aimerais quand même qu'on évacue cette question. Est-ce que tu penses que les craintes de se désentraîner pendant la période d'affûtage, elles sont légitimes? Moi, à titre personnel, je suis un coureur qui a cette conviction que s'il décharge trop, eh bien, je vais régresser parce que j'ai toujours cette impression que je me désentraîne plus vite que les autres, que j'ai toujours besoin d'en faire plus que les autres pour pouvoir progresser, que j'ai moins de talent. Voilà, j'aimerais quand même qu'on évacue cette question avant de rentrer plus dans les phases d'affûtage en termes de méthodologie et qu'est-ce qui est le plus efficace. Je l'ai dit, oui, l'affûtage fait régresser. C'est quasiment mathématique. Si tu corrèles le niveau de forme à la charge d'entraînement, volume et intensité, tu peux mettre un coefficient par rapport à tes capacités de récupération, soit active, soit passive. Si tu baisses l'une des modalités, tu récupères moins ou tu baisses ta charge d'entraînement, forcément tu vas régresser. Donc la réponse est oui, mais ce n'est que à moyen terme. Sur le court terme, et quand tu envisages un affûtage, c'est du court terme, ça ne baisse pas ta capacité ta condition physique, à condition, parce que l'affûtage, tu l'as dit, c'est pas 2 semaines on fait rien. On va baisser certains curseurs, on va peut-être modifier un peu son intensité, son volume, etc. Mais en fait, c'est une fréquence et une intensité suffisante pour maintenir son niveau de forme sur le court terme, ce qui nous intéresse. Et donc c'est justement là où, oui, tu vas régresser sur le moyen terme. Mais parfois, régresser, j'ai déjà utilisé cet exemple plusieurs fois dans le podcast, les gens qui m'écoutent vont l'avoir entendu 10 fois, je vais quand même le reprendre. C'est comme si tu construisais un escalier et en fin de préparation, il te reste un peu de briques, un peu de ciment, mais pas trop de quoi construire. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut pas le coup de redescendre l'escalier, aller chercher des nouvelles briques, du nouveau ciment pour pouvoir continuer à construire, plutôt que de se dire, non, j'enchaîne avec une autre préparation et en fait au final, au milieu de préparation, t'as plus de briques, t'as plus de ciment et là t'es un peu coincé. Donc pour moi, l'affûtage, c'est parfois en fait nécessaire. En fait, le moment où tu as l'impression que tu vas régresser, c'est une phase nécessaire pour relancer sa progression sur le long terme. Donc si vous voulez progresser longtemps, de mon point de vue, avoir des variations de charge de l'entraînement, c'est important. Et quoi de mieux que de varier son entraînement pour une bonne cause, qui est être en forme pour le jour J. Maintenant que j'ai dit ça, et que j'espère en avoir convaincu certains, je le répète, en affûtage, on a tous l'impression de se désentraîner, c'est psychologiquement quelque chose de très très classique. Tout le monde commence. Et donc la seule chose qui nous permet de lutter, c'est soit l'expérience des autres, parce que je vous dis, c'est tout à fait normal, soit sa propre expérience, ou quand c'est la 10e fois que tu as l'impression que tu t'entraînes, tu te désentraînes, mais c'est la 10e fois que tu bats ton record, tu commences à corréler que ça va bien finir, tu vois. Il faut juste avoir confiance en son coach et en son plan d'entraînement, parce que c'est, voilà, là on est dans de l'orfèvrerie, quoi. Après, je pense que sur tous les coureurs, on n'est pas tous réceptifs. Comme je l'ai dit, il y a certains qui vont être tellement réticents que eux, de base, même si physiologiquement ils auraient pu être réceptifs, ils vont pas être réceptifs. Et c'est pour ça qu'il y a certains entraîneurs, moi c'est pas ma méthodologie, mais je sais que ça marche très très bien pour leurs athlètes, qui en fait ne font que très peu d'affûtage, 3-4 jours de décharge. Donc moi je parlais, on y reviendra, mais c'est des périodes de 1 à 3 semaines. On parlera des modalités ensuite, mais voilà, juste 3-4 jours de décharge en se disant, bon, au pire, parce que le but de l'affûtage, c'est de briller un petit peu, c'est d'embellir et d'aller chercher le petit pourcent supplémentaire. Ils se disent, j'ai pas besoin de ce pourcentage supplémentaire, la personne à l'entraînement, elle est en forme, elle fait bien ses séances, c'est très cool. J'ai juste récupéré un tout petit peu de fatigue sur ces 3-4 jours. Donc certes, je vais pas briller, mais au moins, je ne ferai pas moins bien qu'à l'entraînement. Pourquoi pas, tu vois, en termes de confiance en soi, etc., ça fonctionne. Alors moi, je dis ça, les entraîneurs que j'ai vus utiliser cette méthode, c'est sur des gens très entraînés. Sur des amateurs, je ne l'ai pas vu pour l'instant, mais je pense que ça peut être aussi fait. Voilà, en tout cas, il y a vraiment ce truc de dire, je ne vais pas briller, mais je ferai certainement pas moins bien qu'à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, j'ai déjà montré que j'avais un niveau de condition physique acceptable. Alors, le temps passe. Tristan, ce que je te propose maintenant qu'on a bien développé sur l'affûtage, ses spécificités, ses contraintes, ses avantages, parlons un peu de méthodologie. Selon toi, quelle est la durée idéale d'une phase d'affûtage pour qu'un coureur atteigne son pic de forme sans ressentir justement,
Tu m'as dit oui, c'est normal d'être désentraîné, mais sans aller trop loin dans le désentraînement. Voilà. Quelle période les 2 semaines que j'avais entendues, est-ce qu'ils sans rien faire, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est juste 1 semaine? Globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la durée? Alors là, sur la durée, on va dire entre 3-4 jours à 3 semaines. Alors je sais que 3 semaines, ça peut paraître beaucoup, mais j'expliquerai après pourquoi. La durée, c'est pas la seule modalité. En tout cas, si on doit se contenter à celle-là, j'ai envie de dire, plus la distance est courte, plus la période d'affûtage peut être courte. Un 10 km, 1 semaine d'affûtage, largement suffisant même pour les amateurs. Un marathon, c'est là où potentiellement un élite, au vu de son volume, 1 semaine d'affûtage, peut-être 2, ça peut suffire. Et le Kipchoge, si tu regardes ses plans d'entraînement, il prend qu'1 semaine d'affûtage. Si on peut appeler ça affûtage pour beaucoup, ça serait encore énorme. Bref, ensuite, voilà, tu peux régresser peut-être 2. Et puis pour les amateurs, moi j'aime bien par exemple sur un marathon faire 3 semaines d'affûtage. Ou par contre, je vais décorréler le moment où je commence à diminuer le volume avec la sortie longue, qui arrive un peu plus tôt, S-3 en général, et le moment où le S-4, même parfois S-4, ou le moment où je vais commencer à diminuer l'intensité. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais tes intensités, tu continues à faire des intensités, à progresser sur tes intensités après le moment où tu vas avoir atteint ta sortie longue la plus longue. Parce que pour un amateur, une sortie de 2h30, ça va demander du temps pour en récupérer et pour l'assimiler. Alors que pour un professionnel, faire 40 bornes, ça va. Donc ça joue aussi, il faut vraiment le prendre en compte sur qui j'affûte. Je pense que Mehdi Frère qui était sur le podcast ne va pas écouter ce podcast-là parce qu'il sait comment faire son affûtage. Mais tous les amateurs qui nous écoutent, voilà, ayez bien conscience que ce n'est pas parce que vous entraînez moins que vous avez besoin de moins récupérer. Au contraire, vos capacités de récupération sont moins grandes. En revanche, vous aussi, vous avez besoin de courir 2h15, 2h20, 2h30. Et ça va falloir en récupérer. Et c'est un bon moyen de s'y prendre un peu tôt. D'accord. Pour nos auditeurs qui cherchent justement à structurer un peu leur préparation, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on planifie efficacement, intelligemment une période d'affûtage ? Moi, j'ai posé un peu la question autour de moi sur des athlètes amateurs, pas forcément, qui sont pas forcément en club. Intuitivement, quand tu leur parles de période d'affûtage, eux, ils se disent, on enlève l'intensité. Et c'est assez logique parce que l'intensité, on sait c'est ce qui laisse des traces. On sait que c'est ce qui va certainement fatiguer plus le corps. Et on sait aussi que la vitesse elle va peut-être se perd pas aussi vite si on a bien fait les choses avant, et c'est pas forcément de la vitesse si on fait un marathon par exemple. Alors sur 10 km c'est peut-être un peu différent, mais là on est quelques jours avant le marathon de Paris, donc c'est vrai que j'étais plus orienté sur ça. C'est pas forcément ce qui va être le plus efficace, donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette planification? Excuse-moi, par rapport à l'intensité, c'est ce que tu me demandais? Oui, je t'ai donné un exemple, mais comment est-ce qu'on structure cette période d'affûtage? Est-ce qu'on enlève l'intensité? Est-ce qu'on enlève la sortie longue aussi? Ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Quel conseil tu peux nous donner? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est quand on parle de charge d'entraînement, c'est intensité et volume. Moi, personnellement, je commence pas à me reposer sur les deux tout le temps en même temps. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a plusieurs sauces vis-à-vis de l'affûtage. Tous les entraîneurs n'ont pas les mêmes méthodes. En tout cas, ce qui semble sortir de la littérature et même d'un point de vue empirique, c'est ce qu'on peut voir. Un affûtage net, c'est-à-dire, imagine, tu cours 70 km par semaine et du jour au lendemain, tu cours plus de 30 sur une période d'1-2 semaines. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. Il faut plutôt imaginer ça comme une diminution soit linéaire, soit... comment on pourrait dire, inversement exponentielle, c'est-à-dire que ça diminue un peu beaucoup au début et puis la diminution va ralentir au fur et à mesure que tu te rapproches de ton échéance. Je ne sais pas si c'est très clair Si. d'un point de vue... les gens qui courent, il faut s'imaginer. Soit ça fait une courbe, donc ça veut dire, imaginons la semaine de la course, tu veux t'approcher des 33 ou 50% de volume d'entraînement. La semaine d'avant, tu n'es pas à 33-50%, tu vas peut-être à 75% parce que justement ça va faire une courbe. 100%, 75%, 50%. Ça, c'est un affûtage linéaire. Voilà. D'un point de vue gestion de la charge d'entraînement, c'est en tout cas les deux modalités qui semblent fonctionner le mieux, qui sont le plus utilisées. Comme je le dis, l'affûtage net, aujourd'hui, je trouve que les gens commencent à ne plus trop l'utiliser et même scientifiquement, on voit que c'est ce qui semble porter le moins de fruits. Donc, quand la science commence à démontrer quelque chose un peu net, on sait qu'en général... c'est que c'est pas ouais, quoique non, j'allais te prendre un exemple, c'est pas vrai. Non, oubliez ce que je viens de dire. Bref, maintenant si il se mouille pas, le Tristan, il veut pas se mouiller. J'ai plusieurs exemples en tête où je me dis non, en fait la science raconte de la merde sur ça et pourtant elle a l'air d'être bien claire. Prenons un exemple, tu parles du marathon, on parle là je sais qu'il y a Annecy qui va arriver, il y a Paris,
Mais, tous les marathons là, il y a du toute la printemps, saison quoi. qui va commencer à dérouler. Moi, si on considère que la semaine de la course, c'est semaine 0, semaine précédente S-1, pour des amateurs, moi, je fais la sortie la plus longue à S-3. D'accord. Ok, donc le 2h30. 3 semaines avant ce marathon. Ouais. Et ensuite, tu commences à diminuer. Donc, c'est-à-dire que la semaine d'après, tu peux quand même faire un 2h. Puis la semaine juste avant la course, tu peux quand même faire 1h30, 1h45. Oui, donc 1h30, 1h45. On reste quand même pas sur de la sortie très longue, mais c'est quand même de la sortie. C'est long, voilà, c'est de la sortie longue, quoi. C'est parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, je maintiens que les footings. Donc les footings, ça va être 35, 1 heure de course, quoi. Oui, non, parce que là, au final, là, tu te désentraînerais. Là, voilà, tu te désentraînerais plus que tu récupères. Mais il y a plein de gens qui font ça. Alors que le but, c'est de maintenir ton niveau de condition physique. Et quand tu as atteint un haut niveau de condition physique, ça demande quand même pas mal de volume pour le maintenir. Donc ça, c'est vis-à-vis d'un exemple pour le marathon. C'est vraiment le truc moyen qu'on utilise. Il y a des gens qui vont remarquer que la semaine d'avant, 1h45 est un peu longuet. Peut-être qu'en fait, moi, 1h30, ça me suffit. Tu vois, là encore, c'est des divergences. Plutôt en début de semaine, d'ailleurs. À S-1. Moi, j'aime bien, le faire S-8, jour moins 8, même. Ouais, d'accord. En vrai, ça me choque pas, tu vois, parce que tu as tellement été habitué, tu as fait potentiellement 4, 5, 6 sorties longues à plus de 2 heures. Ton 1h45, il va pas te taxer de la même manière. Donc vraiment, et peut-être que ça se joue sur ça. C'est à la fois les gens ont peur de se entraîner, mais à la fois peut-être les gens ont peur de faire beaucoup. Et faire très peu, tu vois, c'est être entre deux où en fait. Potentiellement, oui, en effet, tu peux ne pas assez te reposer ou trop te reposer et trop te désentraîner. C'est l'entre-deux qui est bizarre. Et ce débat entre... qu'est-ce que tu en penses de ce débat entre ce qu'on va entendre chez certains entraîneurs, il faut réduire l'intensité, il faut réduire le volume. Est-ce qu'il y a un camp qui aurait plus raison que l'autre sur ceux qui veulent réduire l'intensité et ceux qui veulent réduire le volume? Pour moi, il faut diminuer les deux. Comme je l'ai dit, S-3 pour la sortie la plus longue. Et j'aime bien faire la sortie intense la plus longue, ou la plus intense, ce qui n'est pas forcément totalement corrélé, à S-2. Pour un marathon, je parle, pour un marathon. Mais tu vois, par exemple, pour un 10 km, qu'elle soit S-1, ça me paraît tout à fait normal. S-2 pour ceux qui récupéreraient un peu plus lentement. Bref. Donc tu m'as dit diminuer les deux. Le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est supprimer totalement l'intensité. On a remarqué que là, le but, c'est de maintenir son niveau de condition physique. Et le meilleur moyen de maintenir son niveau de condition physique, c'est avec l'intensité. On peut faire des séances plus simples, mais il faut avoir le même niveau de stimulation. Donc par exemple, imagine ton dernier cycle, c'est un cycle VMA parce que tu fais un 5 km. Le but, c'est pas de se dire, je m'affûte, je vais courir à 90% de VMA. Tu continues de courir à 100% de VMA, c'était ce que tu faisais, mais au lieu de faire 12 répétitions de 400 avec récup 1 minute... 40 secondes même. Ouais, peut-être que tu vas faire... des petits 200 Non, tu fais toujours ton 400 par exemple, mais tu fais 8 répétitions. Tu vas peut-être des séances qui laissent pas de traces, quoi. Ouais, voilà, et peut-être que tu vas rallonger un petit peu la récup. Au lieu de faire tes 45 secondes, peut-être que tu vas prendre une 15, une 20, une 30. Même un 200 mètres, allez. En fait, est-ce que cette séance va être suffisante pour augmenter ton niveau de condition physique? Non. Est-ce qu'elle sera suffisante pour maintenir ton niveau de condition physique? Ça. Oui. Parce qu'on n'est pas là pour progresser, on est là pour maintenir. Exact. Donc évidemment, on n'a pas besoin de se mettre dans le rouge. On peut prendre un peu plus de récupération. On peut, tu vois, voilà, sur les allures, avoir un peu plus le pied léger. L'idée, c'est pas de progresser, c'est fini, la progression c'était avant. Là on est dans la phase de maintenir les acquis qu'on a eus et de se régénérer. Alors justement, moi je veux qu'on parle un peu de séance. Alors je sais que voilà, on est tous différents, et le coach prend les précautions d'usage, mais quand même, allez, sois sympa, donne-nous quand même quelques petites séances types que toi t'aimes bien mettre pour favoriser la forme physique. Alors l'idée c'est pas de donner un plan d'entraînement, mais c'est de donner les séances que t'aimes bien toi placer dans cette phase d'affûtage. Qu'est-ce que globalement, il y a peut-être des séances qu'on va retrouver un peu plus souvent en fonction des profils de coureurs assez généralistes, quoi. Ça peut nous donner des idées comme ça pour la curiosité. Là, on a parlé d'un exemple de VMA. Je peux prendre un exemple sur, par exemple, une séance de seuil. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire une séance avec une allure comprise entre votre allure 10 km et votre allure semi-marathon, en général, souvent c'est des répétitions de 1000 mètres. Tu vois, c'est la même chose. Si ta dernière séance, ça va être pour les amateurs en général, c'est rare d'aller au-dessus de 8 fois 1000. Peut-être certains qui vont faire 10 fois 1000, mais il faut vraiment avoir des bonnes capacités de récupération pour à cette vitesse. Oui. Quoique sur le seuil, ça va à la limite. Bref. Le but, c'est de se dire, OK, ma dernière séance, allez, on va prendre, parce que j'aime pas trop parler en kilomètres, c'est pour ça que ça me perd. Si on prend, par exemple, ta dernière séance, c'est un 8 x 5 minutes de seuil. Okay, peut-être qu'en fait, si tu as fait cette séance-là pour un marathon à S-3, peut-être que ça vaut le coup de juste faire un 5-6 x 5 minutes à S-1.
Et le jour de la course, encore une fois, ça va dépendre de toi, mais peut-être juste quelques répétitions de 3 minutes, ça peut largement suffire. Tu vois, tu te fais un maximum 5 fois 3 minutes le jour de la compétition, assez tôt dans la semaine quand même pour bien récupérer, mais toujours à la même intensité. Comme je dis, en fait, le but c'est de maintenir cette intensité-là pour maintenir les adaptations que tu as eues. Donc le but de se dire, je courais à cette vitesse, je maintiens la même séance, mais je fais 80%, pour moi c'est pas la bonne manière de l'envisager. Peut-être qu'il y a des coachs qui le font et si ça fonctionne bien chez eux, je pense que ça peut arriver. Comme j'ai dit, c'est une question de logique interne. Donc là, moi, je vous décris comment moi je fonctionne. Et je maintiens mon intensité, juste je facilite les séances. Donc on peut se dire qu'une diminution de 50% du volume sur vos séances, sur des affûtages longs. Après, tu vois, c'est vrai que si tu prends un 10 km, c'est là où tu commences à rentrer et là où tout est différent, parce que des gens qui vont moins récupérer, la séance intense, elle va être moins longue. Ils vont pas faire 8 fois 5 minutes, ils vont peut-être faire que 6 fois 5 minutes. Donc à ce moment-là, peut-être qu'au lieu d'envisager un 5 ou 6 fois 5 minutes, tu vas plutôt envisager qu'un 3-4 fois 5 minutes pour justement trouver un juste milieu en fonction de la personne. Puis si son affûtage, il fait en 3 semaines ou il fait une semaine, le jour de ta course, tu vois, typiquement, ta dernière semaine à S-1 sur un 10 km, si c'était un 8 fois 1000, peut-être que tu vas juste faire un 4 fois 1000 en début de semaine, juste pour garder le rythme. Et encore une fois, tu peux prendre une autre variable où tu as Mehdi Frère qui dit moi en début de semaine là, de mon semi-marathon, j'ai fait une séance VMA pour récupérer un peu de vitesse, où lui il va essayer de continuer de progresser à encore J-6, J-5 parce que ses capacités de récupération sont hors normes et qu'il court plus de 200 km par semaine. Et qu'il a un objectif olympique du marathon qui est vraiment la priorité max, quoi. Exactement. Donc le but, c'est vraiment de... Parce que je pense que pour sa phase d'affûtage sur Paris 2024 sera peut-être très différente de sa phase d'affûtage sur le semi de Paris. En fait, je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire il y a des séances spécifiques pour la récupération. En fait, je pense que c'est là où les gens peut-être ils se disent il y a des séances, ce qui est vrai en soi, mais en fait, il faut juste imaginer qu'une séance, c'est des durées de travail, des durées de récupération et une proportionnalité entre les deux. Et en fait, si tu varies selon les facteurs, tu vas avoir une séance plus ou moins facile, plus ou moins simple. Et le but, c'est juste de trouver des facteurs facilitateurs de séance qui vont rendre la séance plus simple. Moi, personnellement, je joue sur le nombre de répétitions et sur la durée de la récup. Moi, c'est mes modalités favorites, mais vous pouvez très bien jouer sur d'autres variables. Alors, maintenant qu'on a discuté de planification, qu'on a parlé des ajustements de l'entraînement, qu'on a abordé un peu les séances un peu clés, j'aimerais quand même qu'on parle d'un autre aspect tout aussi crucial, c'est l'importance évidemment de leur entraînement, c'est pas de leur entraînement parce que c'est même de l'entraînement, c'est une erreur de langage, nutrition, récupération durant la phase d'affûtage. Je sais, j'ai pas balancé de nom, mais je sais que moi j'ai des amis qui font attention à leur nutrition uniquement pendant la phase d'affûtage. Tu vois, ils se disent avant la nutrition ça m'intéresse pas. Par contre, phase d'affûtage, ils savent que 2 semaines avant, 1 semaine, 2 semaines avant, ils font vachement gaffe. On avait dit que tu parlerais pas de moi, Guillaume. Voilà. Toi, c'est même la veille, tu manges des camemberts flambés avant tes compétitions, donc c'est pas je plaisante évidemment. Voilà, enfin c'est pas il y a un peu de vrai, mais c'est pas tout à fait comme ça. On n'en parlera pas plus. Je vais pas en dire plus. C'est moi qui vais vous donner des conseils diététiques là. Voilà. Non, mais bon, je sais qu'on a Lauriane Marquet cette année qui est nutritionniste, qui travaille à l'INSEP, qui a travaillé qui est vraiment chez nous. Mais c'est quand même pour avoir quand même un ordre d'idée sur l'importance, parce que c'est difficile de faire un sujet sur l'affûtage sans parler de récupération vraiment, récupération, repos, sommeil. Tu vois, nutrition, qu'est-ce que tu peux nous dire sans rentrer trop peu dans le détail, mais c'est juste pour aborder au moins dans cet épisode. On a d'autres épisodes qui seront dédiés avec des vrais experts de ces domaines. Parfait. Donc oui, tu as dit, je suis pas diététicien et on invite les gens à aller regarder ces contenus-là avec des experts. Je pense, sans trop m'avancer, que je peux juste dire que dans les 72 dernières heures, ce qu'on appelle la recharge glucidique ou surcharge glucidique, ça reste un indispensable. Les modalités de comment ça se passe, quel pourcentage, etc., je pourrais pas m'avancer, mais de se dire, ok, je mange une quantité de glucides tous les jours, à peu près cette quantité-là, j'ai réussi à faire toute ma préparation avec cette quantité, ça s'est bien passé, potentiellement, je mange la même chose, juste un peu plus au niveau de la quantité de glucides. Je pense que ça, c'est la base. Vraiment la base de la base. Ouais. Pas de cétogène. Est-ce que... oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non. Ouais, attends. C'était pour taquiner. On a un épisode spécial qui va arriver sur ça, donc on va pas développer. Ok. Bon, moi, je pars du principe que tout le monde mange des glucides. Comme ça, on est tranquille. On a un épisode vraiment, vous inquiétez pas, on va très bien, on va ouvrir ce sujet-là bientôt. Après, tu vois, typiquement, je sais que pendant très longtemps, là, il y avait une mode de régime scandinave, régime dissocié. Ouais. Aujourd'hui, qui était à la mode dans les années 80 et qui sont un peu revenus. Quand même. Ouais. Je permets juste de l'aborder pour que les gens se disent moi je croyais que c'était une vérité absolue, comme ça peut les renvoyer, ils vont faire un peu de recherche et ils vont voir que
ça marche pas forcément plus que si on le faisait pas. Il y a du bon. Enfin, vous allez voir, on a tout un sujet sur les régimes, justement, pas seulement sur les Scandinaves, mais vraiment sur plein de régimes et types de régimes ou types de parti pris de stratégie alimentaire. Et on va tout détailler sur ça. Donc, c'est un super épisode. On a mis un peu de temps pour le sortir parce qu'il fallait vraiment s'intéresser à la littérature scientifique. Il y a du bon, il y a du moins bon. On a essayé cet objectif. Donc voilà, je tease un peu, mais ça, il arrive bientôt. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que tu as des contenus qui sont vachement précis. Quand même, tu as la nutrition, ça va jusqu'au matin même de la course. Tu dis, ok, ma course, elle est dans 2 heures. Donc du coup, il faut que ma quantité de fructose par rapport à ma quantité de glucose soit de telle proportion. Comme ça va me permettre de recharger mes glucides hépatiques. Ça peut aller très très loin quand tu es dans les petites lignes. Et sur le sommeil, je prétendrai pas avoir cette qualité-là. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais comme le temps passe, sur le sommeil, est-ce que tu as des conditions, des règles à donner? Parce que c'est vrai que voilà, généralement, il y a un grand classique. Est-ce qu'on dort un peu moins bien? Sur le repos, est-ce qu'on doit faire un peu. Voilà, quel conseil tu peux nous donner sur le. Est-ce qu'on en profite pour aller faire du shopping, parce qu'on a plus de temps, comment s'entraîner un peu moins pour passer 4 heures au salon du marathon de Paris avant de courir? Ouais, mais parce qu'en fait, comme tu te libères un peu de temps, c'est tentant d'aller faire un peu de shopping pour aller t'acheter le dernier. Voilà. Je vais utiliser une phrase que tu adores, le stress c'est du stress. Donc en fait, si tu supprimes le stress de l'entraînement pour créer un autre stress à côté qui est professionnel, personnel ou quoi que ce soit, ça vaut pas le coup. Donc le but c'est vraiment de mettre l'accent sur la récupération et les facteurs de récupération sont les mêmes. Alors c'est vrai qu'on a parlé de nutrition, évidemment l'hydratation dans cette phase-là elle est hyper importante, même particulièrement avant la course, même avant. Tu as des gens qui n'ont pas l'habitude de boire. Ça vaut le coup sur la semaine précédente la course de se dire allez, on vérifie ses urines, on vérifie ses urines parce que c'est un bon moyen de savoir l'état d'hydratation, mais ça déconnez pas sur l'hydratation. Ne vous gavez pas d'eau non plus. De manière générale au quotidien, mais c'est vrai que si vous ne faites pas attention, faites-y encore plus attention dans cette partie-là. Ensuite, je l'ai dit, quand on parle de récupération, on parle forcément de stress. On essaie de diminuer son stress, quel qu'il soit. Tu l'as dit, faire du shopping pour moi c'est du stress. Tu vois, parce que ça physiquement ça te prend, nerveusement ça te prend un petit peu. Ensuite, le sommeil. Classique de chez classique, mais là pour le coup pour ceux qui n'ont pas de bébé à la maison, faites des vraies nuits. Voilà, tu vois, tu seras en phase d'affûtage. Là je serais pas bien là. Ce que tu ferais une petite sieste. Tu essaierais de trouver un petit 1h30 pour essayer de faire. C'est assez limite la sieste, crois-moi. C'est sympa, mais oui, mais c'est moins. Sur le long terme, c'est assez limite. Oui, mais c'est moins pire. Oui, bien sûr. Que de juste lutter. Et après, surtout, le point le plus important pour moi dans cette phase-là, c'est ne rien faire de nouveau. Et j'insiste parce que des personnes qui vont chez le kiné à 5 jours avant leur course ou même sur le salon du marathon. Alors sur le salon du marathon, en général, les kinés sont assez cool. Mais qui vont voir le kiné en se disant ça va me permettre de mieux récupérer. Potentiellement, si la personne te fait un vrai massage de récupération et que tu n'es pas habitué à ça, tu vas juste avoir plein de courbatures. Donc en fait, d'un truc qui part d'une bonne intention, ça va faire le truc totalement inverse. Donc ne faites dans cette période que ce à quoi vous êtes habitué. On vous dit le jour de la course, ne tentez rien, faites pas de dinguerie, faites que ce que vous avez révisé à l'entraînement. En fait, dans l'affûtage, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes jamais allé voir un kiné de votre vie ou un ostéo, n'allez pas voir un kiné. D'accord. Avant de passer à notre rubrique vrai du faux, quand même une séance un peu iconique, c'est la veille de sa compétition. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu le consensus de faire un petit footing et d'ajouter 10 lignes droites. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et je crois que mon père faisait ça. Je crois que de génération je crois que des générations on faisait tous ça. On fait des non, mais c'est un peu footing de 45 minutes avec 10 lignes droites à la fin, tranquillou. Retour, tu vois, je pars, je fais une 100 mètres, je reviens en récup, je repars sur 100 mètres, j'en fais 8-10. Pas forcément en sprint, mais quand même avec un peu d'intensité. Voilà. Est-ce que c'est des trucs cool? Est-ce que toi, t'as une petite séance un peu fétiche? Qu'est-ce que tu peux nous recommander sur cette séance de veille de course? Alors déjà, est-ce qu'il faut faire la séance de veille de course? Je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des profils. Là pour le Moi coup, je stresse trop, il me faut que je cours la veille. Voilà. et là pour le coup c'est 100% personnel. Moi je sais que je le fais pas, mais je sais que beaucoup de gens le font et adorent. Ça, faut l'avoir fait une fois. Dans le pire des cas, 20 minutes, tu te doutes bien que ça va jamais être dramatique, mais c'est plus psychologique qu'autre chose. En général, les gens ils me disent ouais mais je me sens pas bien. Ça peut aussi se voir à l'entraînement. Tu sais, souvent tu vois qu'après un jour de récup, c'est pas forcément là où tu as les meilleures jambes et t'aimes bien faire un petit footing la veille d'un fractionné. Ça c'est des petits indices qui vont dire moi je suis prédisposé à faire un checkout run. Et exactement ce que tu décris. Alors moi je pousse pas jusqu'à 10 lignes droites. En général j'en fais 3, 4, voilà, un peu longue. Potentiellement, tu vois, ça te permet aussi de réviser un petit peu ton allure de course. C'est aussi possible. Tu as le 3 fois 1 minute. Ça aussi, allure de course, c'est aussi un grand classique. Donc à voir. Soit tu fais des lignes droites ou juste tu déroules. Le but c'est prendre un peu d'essence, ça se déroule un peu les jambes. Soit tu peux voir comment les jambes répondent. Ouais, soit tu révises un petit peu ton allure. En général, tu sais, c'est plus sur un marathon. Le truc c'est que ton allure c'est quasiment du footing. Donc ça vaut le coup de faire des lignes droites dans ce cas-là parce que réviser ton allure c'est juste jogger.
tu peux ne pas avoir les mêmes sensations et parce que tu peux avoir ce sentiment de surcompensation, on pourrait dire, même si c'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc ouais, pas de vérité, mais ouais, ça se fait très très bien. Bon, j'ai dit 45 minutes, mais moi je suis plutôt 45 minutes, t'as dit? Ouais, moi mais c'est plus 20-30 minutes. Ouais, voilà, j'ai pas entendu, j'allais me reprendre, c'est plutôt 35 minutes. Après, je sais que j'ai des amis coureurs qui font 13 bornes. Voilà, après c'est très personnel, ils ont besoin de beaucoup courir avant. Bon, je trouve que c'est beaucoup, mais voilà. Ouais, en tout ils cas, performent comme ça. moi, donc, alors sur par exemple les gens que j'entraîne, sur par exemple les gens de campus, et puis même sur moi ou les gens qui m'entourent, personne n'a un volume suffisant pour se permettre de faire un 13 km et se dire que ça n'a aucun impact sur leur niveau de condition physique. Donc oui, nous en général, sur ce qui représente 90% des coureurs, en réalité, un 20-30 minutes, c'est amplement suffisant. Tristan, avant de passer à notre fameuse rubrique vrai du faux, quelques éléments clés si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit pour bien avoir en tête les enjeux et les spécificités, les règles à respecter en matière d'affûtage. Qu'est-ce que voilà les petits bullet points que tu pourrais nous donner qui sont importants à retenir? Alors, pour envisager votre affûtage, vous pouvez vous dire que potentiellement vous pourriez juste vous reposer 3-4 jours avant votre course et ça pourrait ne pas trop mal se passer si les distances sont courtes. Mais le truc, c'est que vous ne brillerez pas. Vous ferez sûrement pas trop moins bien qu'à l'entraînement, mais vous ferez pas beaucoup mieux. Le but de l'affûtage, c'est justement d'essayer de faire un petit peu mieux. Donc, pour répéter certaines règles, voilà, en fonction de la distance de votre course, en fonction de vos capacités de récupération, en fonction de la course que vous préparez, testez entre 1 et 3 semaines, comme je l'ai dit, et abordez une baisse de votre charge d'entraînement, volume et intensité, soit linéaire, soit inversement exponentielle. Voilà, vous allez diminuer fortement au tout début et ralentir la diminution au fur et à mesure que vous approchez de votre échéance. Après, vous l'avez vu, je parle beaucoup de personnel pendant cette phase parce que c'est vraiment l'une des phases de l'entraînement où l'individualisation et ce que l'athlète va ressentir joue beaucoup. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Ah, il y a un truc dans votre vie qui est arrivé à ce moment-là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées en fonction de vos sensations. Vous avez déjà entendu dans des podcasts dire que les sensations à l'entraînement ça avait ses limites, voilà, de s'entraîner à la sensation. Là, pour le coup, à ce moment-là de la préparation, vos sensations comptent. Et je finirai par dire, vos sensations comptent, mais c'est normal d'avoir l'impression de régresser. Donc elles comptent, pas de panique. Mais faites attention. Et c'est là où l'expérience des autres ou votre propre expérience vont pouvoir vous rassurer sur vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Tristan, sur ces belles paroles, ce que je te propose, c'est qu'on passe à notre rubrique vrai du faux pour démystifier toutes les idées reçues autour de cette période clé. Et on a pas mal de choses à dire parce que les idées reçues sont nombreuses. Est-ce que tu es OK pour cette rubrique? C'est parti. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. La rubrique vrai du faux, chaque mois on démystifie les idées reçues sur la course à pied, l'entraînement, les fake news comme aimait dire Fred. Tristan, je vais te poser une première question. L'affûtage est bénéfique pour tous les types de coureurs, du sprinter à l'ultra-trailer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vrai, à partir du moment où l'entraînement crée de la fatigue, l'idée c'est de supprimer de la fatigue. Donc même les coureurs de 100 mètres, ils s'affûtent. Ouais, pour moi, oui. Je vois typiquement, alors, je suis plus proche de l'entraînement des nageurs. Les nageurs de 50-100 mètres, ils font un affûtage. Même dans d'autres sports, les sports de combat que tu connais bien, on retrouve ça partout, quoi. Exact. Hyper intéressant. Pendant l'affûtage, il faut supprimer les séances fractionnées pour ne pas se fatiguer. Alors on en a un petit peu parlé, mais ça permet de faire un point. Voilà, ça permet de faire un point. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Supprimer, faux. Diminuer leur charge en jouant sur certaines modalités, vrai. Et moi, je ne baisse pas l'intensité sur le cycle qui était en cours avant de commencer l'affûtage. Une mauvaise nuit de sommeil la veille d'une compétition n'a pas d'impact sur la performance du coureur s'il a eu des bons cycles de sommeil pendant toute sa préparation. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est à l'hôtel, on peut dormir moins bien, on a un peu le stress parce que si c'est vraiment un objectif important, cette course, ça génère du stress. Et c'est vrai que c'est courant de quasiment, moi j'ai déjà, avant un 10 km, qui était pas, mais quand j'avais 10 km de ta vie. Voilà, 10 km de ma vie, en plus j'étais pas chez moi, mais je crois que j'ai quasiment pas dormi
de la veille. Pourtant, j'ai fait mon record. Est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne serais pas déjà en train de répondre à la question? C'était moi, c'est spécifique. Mais est-ce que, voilà, si on dort très mal la veille d'une compétition, ce qui arrive quand même très souvent, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Pardon, vrai ou faux? Alors, moi, la réponse que j'ai à cette question, elle est issue de cours sur le sommeil que j'ai eu en master. Je ne l'ai pas remis en question depuis, donc c'est la réponse que je vais donner. Moi, de l'idée que j'en ai, c'est que ça n'a aucun impact quand c'est une dette de sommeil sur 24 heures. Donc en fait, vous pouvez ne pas dormir, juste le fait d'être allongé ou quoi que ce soit, ça ne va pas impacter votre compétence physique. Ça pourrait impacter votre compétence cognitive, si jamais il faudrait commencer à se lancer dans des calculs, etc. Mais pas votre compétence physique. Tu l'as dit, hein, tu as bien performé malgré le fait que tu n'aies pas dormi. Et l'avantage, c'est que comme je n'ai jamais remis en question ça, quand je dors mal la veille d'une course, je me dis mais non, mais tranquille, demain ça va bien se passer. Donc en fait, je n'ai envie que personne me donne une mise à jour sur cette information, parce que l'auto-persuasion est au moins aussi efficace que la réalité de cette question. Ah, mais moi, voilà, je suis quand même assez... le corps humain est quand même bien fait, on est quand même capable, il peut y avoir plein de conditions dans lesquelles on ne dort pas la veille et qu'on doit être très, très fort et très puissant. En fait, il vaut mieux passer une semaine en ayant des bonnes nuits, en ayant dormi un petit peu plus et passer une mauvaise nuit la dernière nuit que de faire l'inverse. Puis de toute façon, franchement, voilà, tous les athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques de Paris, tu crois qu'ils vont bien dormir la veille de leur finale? Vu leur chambre, non. Voilà, ouais. sur des lits en carton. Ça dénonce ici. Hein. Ah là là, c'est voilà, au bord de l'autoroute, dans le village olympique, au bord du périph'. Ouvrez des magasins de matelas parce que là, il y a 2-3 athlètes qui vont. Tu sais que c'est au JO de Tokyo qui a eu ses premiers lits. Hein. C'est pas la France qui a innové sur ça. C'était au JO de Tokyo et apparemment on n'y dort pas si mal que ça. Tu peux choisir ta densité, j'ai vu. Voilà, ouais, apparemment c'est pas si terrible que ça, donc on va pas non plus critiquer. Mais c'est vrai que là où est positionné le village olympique, c'est pas l'endroit le plus tranquille, quoi. Parce que je prends un exemple, t'as beaucoup d'athlètes qui, quand ils vont en compétition à l'étranger, ils amènent limite leur matelas avec eux ou alors ils se font livrer un matelas sur place. C'est ce qu'est les Tours de France, les cyclistes du Tour de France dans leur logistique. Parce que c'est vrai que c'est rigolo, mais en vrai. Quand tu as un Tour de France, tu vas dans plein d'hôtels différents tous les soirs. Si tous les soirs, tu as un matelas dur, un matelas mou, un matelas machin, c'est clair que sur ta récup, ça doit... Je pense pas que c'est une fantaisie pour le coup quand tu es amené à changer, de tout le temps changer d'environnement pour dormir, parce que tu es en route, avoir quand même quelque chose qui est un matelas qui reste où tu es habitué à dormir, c'est quand même... Pour moi, c'est pas du tout un luxe, quoi. En prépa marathon, l'affûtage doit durer au moins 10 jours pour être efficace. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est les 10 jours, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Donc, dans ma logique interne, j'ai tendance à dire oui. Après, je suis sûr que tu vois l'équipe Choguet, je l'ai dit, il s'affûte que pendant 7 jours. Mais il y a un profil, il y a des prédispositions qui font que... Donc je répondrais vrai pour le public auquel on parle, mais pas systématiquement. L'affûtage peut diminuer la capacité aérobie de l'athlète. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'affûtage peut diminuer la capacité aérobie de l'athlète. Oui, c'est vrai si c'est mal fait. Et c'est vrai si c'est mal fait, 1. C'est vrai sur le moyen terme, 2. Mais c'est faux sur le court terme avec un bon affûtage. L'affûtage doit être adapté en fonction de la température et des conditions climatiques attendues le jour de la compétition. Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui peut paraître un peu spéciale, mais le marathon de Paris, c'est début avril. La prépa du marathon de Paris, c'est pendant l'hiver. Et souvent, début avril, c'est aussi les premières chaleurs. Mais quand je dis première chaleur, évidemment, tu dirais que le réchauffement climatique, c'est pas forcément des 30 degrés. Mais quand tu es habitué à courir par 5-6 degrés et que du jour au lendemain, tu te retrouves avec 16-17 degrés, parce que c'est souvent ça le marathon de Paris, c'est souvent très froid au départ et puis dans la journée, il peut faire 16-17 avec du soleil. C'est le début des beaux jours. Le corps, en fait, n'est pas du tout prêt. C'est pas des températures très chaudes, mais c'est comme on est déshabitué à courir dans ces conditions-là, ça peut être assez compliqué. Donc il faut essayer... Alors, voilà, on va pas déménager, mais si on peut quand même essayer de retrouver un peu les températures et commencer à un peu habituer s'il y a des changements de climat, ça peut être intéressant. Par exemple, je vais faire une compétition en Italie où le climat peut être un peu différent. Je vais arriver pendant la phase d'affûtage en Italie pour justement adapter mon corps à ces conditions météo. Tu vois, c'est un peu comme ça. Si on va faire le marathon en Australie, il y a des gens qui aiment bien aller faire des marathons un peu à droite à gauche. Je comprends. Alors dans ce cas-là, oui. Parce que en fait, à cette question-là, quand tu me l'avais donnée, j'ai jamais entendu qu'il fallait adapter son affûtage vis-à-vis de ça.
tous les protocoles d'habituation à la chaleur, ça c'est une réalité. Et en effet, l'un des moyens les plus faciles et accessibles, on s'entend, de s'habituer à la chaleur, c'est de se rendre sur le lieu de la course ou se rendre dans un endroit avec la même météo avant la course. 2-3 semaines avant pour être tranquille. Par exemple, quand j'ai fait l'Ironman de Kona, en effet, je suis arrivé 2 semaines avant. 2 semaines, c'est limite un petit peu court, mais ça va parce que tu commences ton affûtage, donc tu diminues ta charge d'entraînement, tu as moins besoin de t'entraîner sur place, en même temps tu t'habitues à la chaleur, en même temps ça te permet d'assimiler le décalage horaire sans faire des trop grosses séances. Il y a plein de choses qui font que oui, ça rentre bien en jeu. Après, il faut se permettre de pouvoir partir en avance. Dans l'idéal, tu vois, les professionnels ils partent même 1 mois avant. Souvent ils vont pas sur Hawaï directement, mais ils vont soit au Mexique, soit sur une île alentour, bref. Donc oui, dans ce cas-là, cette adaptation-là, oui, j'entends. J'entends, mais sinon de manière plus générale on parle de protocole d'habituation à la chaleur et là ça n'a rien à voir avec l'affûtage, c'est juste que on mêle l'utile à l'agréable, on va dire. D'accord, bon hyper intéressant. Tristan, écoute, alors déjà pour toutes celles et ceux qui veulent un peu se décharger de cette période d'affûtage évidemment, et qui veulent aussi se décharger des plans d'entraînement, qui veulent quelque chose, un bel outil pour progresser, on a le code pour... Tu finirais pas avec un super cadeau voilà, là, avec un petit cadeau Campus Coach, l'application numéro 1 en France, on peut le dire, moi, en course à pied, numéro 1 en France en course bientôt à pied. L'univers. Bientôt, c'est ce que je vous souhaite. Il y a un petit code promo si nos auditeurs et auditrices ils veulent tester gratuitement, pour se faire un petit peu une idée de l'outil sans dépenser d'argent. DLTDC, petit code pour avoir 1 mois d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, pour avoir accès à l'intégralité de la plateforme, des plans, de tous les articles, de la communauté, Voilà, l'utiliser. Vous êtes entre de bonnes mains. Et puis moi, j'ai une petite requête à faire à nos auditeurs et auditrices. S'ils nous écoutent, une petite, vous allez voir. J'espère que tu vas demander 5 étoiles. Voilà. Pourquoi tu dis ça brutalement? Parce qu'il faut les brosser dans le sens du poil, parce que ça demande un petit effort à nos auditeurs d'aller laisser une évaluation. Ah ouais, moi j'allais leur dire, attendez, vous êtes en train de me dire que vous écoutez le podcast Dans la tête d'un coureur toutes les semaines, gratuitement, avec un petit Guillaume aux petits oignons. Moi je le vois pas souvent Guillaume, et je l'adore à chaque fois. Est-ce que tu as laissé une évaluation déjà? Attends. Moi oui. C'est vrai? Tu veux regarder pendant que je parle? Ouais, je vais aller. Vous l'avez dans les oreilles toutes les semaines et vous voulez même pas prendre une petite minute pour lui. Parce que j'ai fait un tour avec même mes amis proches et plus de 50% n'en avaient pas laissé, tu vois. Donc je dis j'espère. Non, mais si vous nous écoutez sur Spotify ou vous nous écoutez avec un iPhone, c'est peut-être votre cas. Ce que je peux vous inviter à faire, ça nous rend vraiment très service, c'est nous laisser une petite évaluation. Ça prend un peu de votre temps, il faut sortir le téléphone de la poche, des fois on remet ça à autre chose. Mais ça nous est très utile, ça permet d'améliorer la visibilité du podcast et puis surtout ça nous fait très plaisir de lire vos petits mots. Je trouve même pas ton podcast, mec. On lit tout et ça fait. Ça y est, il cherche. On lit tout, ça nous fait très très plaisir, donc n'hésitez pas à nous laisser une petite évaluation. On va tester une nouvelle stratégie. S'il y a encore des gens, de toute façon ils sont en train de courir, ils sont bloqués avec nous. Ce que vous allez faire ce soir, quand vous allez vous brosser les dents et que vous allez penser à votre préparation à la course à pied, là bam, brossage de dents, course à pied, vous allez avoir un éclair et vous allez dire « Ah mais oui, Guillaume il m'a demandé de mettre une évaluation 5 étoiles. » Et là, comme vous êtes en train de vous brosser les dents, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez aller sur le podcast, lui mettre un petit 5 étoiles, lui envoyer un petit message sur Instagram en disant « Allez, continue, force, courage, tu m'aides pendant ma prépa. » Fin de l'histoire. Franchement, on sait plus quoi faire là pour vous inciter évidemment. Mais c'est adorable si vous prenez le temps. Merci à toutes celles et ceux. L'étoile est blanche, ça veut dire que c'est Ouais. Merci beaucoup Tristan, ça me fait plaisir. C'est bien, tu es un fidèle auditeur. On se retrouve maintenant dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Bonne fin de préparation à toutes celles et ceux qui préparent les marathons du printemps. Nous on sera bien évidemment sur le Schneider Electric Marathon de Paris. Campus Coach aussi, vous allez avoir un super stand. Tiens, c'est le moment aussi de faire un peu de promo là. Bah ouais, on va même te recevoir en podcast. Exactement. On va faire des petits podcasts live avec des invités qu'on n'a pas encore annoncés. Un stand magnifique d'ailleurs. Franchement, ça devrait les intéresser. Votre stand, il a fière allure. Donc on peut venir vous voir, vous rencontrer avec Nico. Avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous nous dites justement quand on se croise sur le j'ai laissé 5 étoiles et tout. On aura des petits chocolats qu'on donnera à toutes celles et ceux qui nous montreront. Peut-être que d'ici là vous pourrez laisser 5 étoiles à Campus aussi. Mais je n'en dis pas plus. Il faut allez, venir au marathon. Allez, on y va. Donc nous on y sera et puis bonne fin de prépa. À toutes celles et ceux, profitez. C'est des moments magiques les préparations et on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. Portez-vous bien, on vous embrasse. Bisous et on vous dit à très vite. Bon courage, bonne prépa, bon entraînement.